Bien, bonjour à tous et à toutes, bienvenue donc dans cet atelier qui va être consacré aux besoins de formation des enseignants. Alors, je m'appelle Fabienne Renard. Alors, actuellement, j'occupe un poste de conseillère pédagogique au sein du CEGEC, précisément de la FEDEFOC, donc pour les écoles fondamentales du diocèse de Tournai. Je suis institutrice primaire à la base, donc j'ai enseigné pas loin de 10 ans dans différents niveaux dans l'enseignement primaire. Ensuite, j'ai occupé un poste de directrice d'une école fondamentale pendant 9 ans également. Et donc, changement également de fonction ici. Et j'interviens ici dans le sens où j'ai fonctionné dans le service de M. de Robert Mazur dans le cadre de la réalisation de mon mémoire l'an dernier en master de sciences d'éducation sur cette formation, ces besoins de formation des enseignants. Donc voilà, c'est à ce titre que j'interviens ici, donc en mon nom propre, sur base de ce mémoire qui a été réalisé et également sur base des suites que je donne à cette recherche, de par ma position actuelle, ma fonction actuelle, par la collaboration avec mes collègues de la formation continue et parce que je suis par nature vraiment passionnée par la formation continue. Alors, pour faire le lien par rapport à ce qui a été dit ce matin, notamment par M. de Robert Mazur, donc on est vraiment dans le cadre de l'accompagnement, qui est le thème de cette journée, et on considère effectivement que la formation, elle a pour rôle notamment de jouer dans le jeu de l'accompagnement, que ce soit des enseignants ou des professionnels de l'éducation de manière plus large. Alors, au niveau du déroulement de l'atelier, il va s'articuler autour de 4 parties. Donc la première, je vais vraiment vous présenter, mais dans ces grandes lignes, la recherche que j'ai menée donc, les 2 dernières années, qui portait entre autres sur la pertinence de l'offre de formation, donc au niveau méso, c'est-à-dire les formations individuelles qu'on appelle modulaires dans le réseau dans lequel je fonctionne, destinées aux enseignants du fondamental. Donc la recherche portait également sur la cohérence, mais ici je vous présente l'aspect pertinence qui va définir en partie la qualité de l'offre de formation. Dans un deuxième temps, on découvrira, on en a parlé ce matin, d'explorer un peu ces 300 et quelques pages de l'avis numéro 3 du pacte. Ici, je mettrai l'accent sur, quelle est la place que la formation continue occupe dans le pacte, et plus précisément dans l'avis numéro 3. Dans un troisième temps, donc, par rapport à ce que je vous ai dit, donc cette recherche qui a pris 2 ans de travail, mais qui continue de vivre et que j'ai envie de rendre le plus opérationnel possible pour les professionnels de terrain, c'est vraiment présenter l'ébauche d'un outil qui pourrait être destiné aux directeurs d'école, mais aussi à d'autres intervenants, et qui permettront, selon l'avis numéro 3 du pacte, d'articuler la gestion collective de la formation continue avec la gestion du projet personnel de chaque enseignant. Et le dernier temps, donc, qui est prévu, ce sont bien des questions et un échange autour de cette présentation. Ça vous va ? Alors, on est parti pour la première partie, donc présentation de la recherche. Je vais vous dresser les grandes lignes, le contexte, même si j'en ai déjà parlé, les objets sur lesquels elle portait, faire un petit rappel institutionnel, la formation continue en Belgique francophone, également définir le concept. Ce n'est pas un concept qui vous est inconnu, mais vous donner notamment les définitions qui ont orienté cette recherche et les enjeux également. La démarche d'analyse des besoins en termes de formation continue sur laquelle je me suis basée, la démarche méthodologique qui va de pair. L'analyse et présentation des résultats, ce ne seront pas les résultats de la recherche, mais plutôt la manière dont je les ai analysés et dont je les ai présentés, et quelques éléments de conclusion qui permettront de faire le lien avec la seconde partie. Alors, le contexte particulier, donc c'est un master en sciences d'éducation dans l'option enseignement-apprentissage, qui donnait la possibilité, lors de la rédaction du mémoire, de toucher la formation continue avec un thème à proposer par l'étudiant. C'est très rare, mais là je me suis dit c'est vraiment l'occasion. En tant que directrice d'école, je me formais et j'avais vraiment comme préoccupation que les enseignants se forment également. Mais avec vraiment un certain nombre de questions par rapport à leur réaction face à la formation continue, face à l'offre, face aussi à ce qu'ils s'en faisaient quand ils revenaient dans leur classe. Finalement, quel transfert de la formation continue est envisagé, même si on n'a pas travaillé tout à fait cet aspect de transfert dans la recherche, puisqu'il fallait faire des choix et renoncer à certaines voies qui s'ouvraient devant moi. C'était vraiment une préoccupation de se dire, ok, la formation continue, quelle est vraiment la place qu'elle occupe et dans quelle mesure elle peut rencontrer la plus grande qualité possible
pour rencontrer les besoins des enseignants. Et ma fonction de directrice d'un établissement scolaire, soyons clairs, effectivement, m'a donné accès à des données que je n'aurais pas pu obtenir si j'avais occupé une autre fonction. Donc là, j'ai vraiment eu les données qui m'ont été offertes, et là, c'était vraiment une grande, grande facilité pour cette recherche. Donc, comme je l'ai déjà dit, analyse de la cohérence, de la pertinence, niveau méso, donc couramment formation volontaire individuelle, modulaire, qui porte sur le projet éducatif, projet pédagogique du réseau et sur les programmes. Précisément, les enseignants des écoles fondamentales libres confessionnelles dans la province du Hainaut. Alors, la formation continue, probablement un rappel pour vous. Donc, elle est régie par un décret de juillet 2002. Et donc, elle institutionnalise 3 niveaux, niveau macro, niveau méso et le niveau micro. On s'intéresse bel et bien au niveau méso dans le cadre de cette présentation. Et rappelle également les organismes de formation continue. Donc, je me suis essentiellement intéressée à l'offre méso proposée par la FOSEF, donc l'organisme de formation continue des écoles fondamentales pour le réseau confessionnel. Donc ça, c'était un bref rappel. Alors, la formation continue, les définitions, il y en a énormément dans la littérature, donc il a fallu faire des choix, et encore plus dans le cadre de cette présentation ici. Donc, une vraiment qui m'a semblé intéressante, c'est celle de Ketteleux, qui la considère comme une formation qui est conduite forcément après la formation initiale, et qui ne va pas se limiter à une action d'acquisition de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences. Mais ce qui me semble intéressant dans cette définition, c'est l'idée qu'elle va permettre aux enseignants de restructurer leur comportement pédagogique, et qu'elle va permettre également de suivre les transformations du système éducatif. Et cette définition, on verra plus tard, est bien rejointe par l'avis numéro 3 du pacte. Selon le décret, si on veut aller vraiment dans le texte qui régit la formation continue, on est dans l'idée d'entretenir, de perfectionner, d'ajuster les connaissances, les compétences, on y revient, dans la perspective, donc là, on veut rendre les membres du personnel aptes à rencontrer les objectifs généraux du décret mission et les objectifs particuliers, les objectifs généraux, vraiment les objectifs de l'article 6 du décret mission. Donc, deux définitions qui ont vraiment orienté, avec l'idée vraiment du focus de la première définition sur la transformation du système éducatif, le fait que les membres du personnel doivent être en adéquation avec les innovations, les changements, les réformes dans le cadre du pacte. Alors, de nombreux enjeux également pour la formation continue, très très nombreux, mais ici aussi il a fallu en sélectionner quelques-uns qui me semblaient vraiment appropriés dans le cadre de cette journée. C'est l'idée aussi de faire face à l'évolution des compétences qui vont être engendrées par, à nouveau, les mutations du système éducatif, donc qui vont être déterminantes dans l'implantation des innovations. Donc là, on est sur une citation de Charlier, mais également de considérer l'accompagnement, qu'accompagner l'évolution des métiers de l'accompagnement, on en a parlé ce matin. On va passer effectivement d'une position davantage d'exercice individuel de la fonction, qui était probablement plus de coutume antérieurement, vers une démarche de plus en plus collective. On évoquait les pratiques collaboratives, mais on est dans un métier de plus en plus collectif. Et enfin, avis numéro 3 du pacte, incontournable dans le cadre de cette journée, c'est vraiment de se dire que la formation initiale et la formation continue, elle doit être de haut niveau. Donc ça rejoint les concepts de pertinence et de cohérence que j'ai travaillé, donc 2 dimensions de la qualité. Et elle doit les doter simultanément de compétences professionnelles nécessaires à leur insertion dans le métier, mais aussi qui leur permettent d'en renouveler les pratiques. Donc on distingue déjà le fait que la formation continue aurait une dimension en cohérence avec la phase d'insertion ou le fait d'être un enseignant davantage expérimenté. Alors dans le cadre de ce travail, sont vraiment ces 2 concepts, donc la pertinence, la cohérence, qui ont été travaillés, et le modèle théorique auquel je me suis référée pour définir ces concepts, c'est le modèle de la qualité de Bouchard-et-Plante, qui va définir donc la pertinence comme un lien de conformité entre les objectifs qui sont visés par l'organisme, définis par le système, et les besoins auxquels ils doivent répondre. Et ici, les besoins, on était vraiment sur les besoins des enseignants. Alors, le concept de besoin également, j'aurais pu vous présenter une pléthore de définitions, mais ce n'était pas le but. Le concept de besoin, tout d'abord, on peut dire qu'il est très très ambigu.
dans le sens où il va rencontrer à la fois une connotation qui va être objective, mais à la fois une connotation subjective, parce qu'il ne va être que le reflet du filtre, il va passer à travers le filtre de perception des individus. Et on s'est rendu compte très rapidement dans cette recherche que les besoins exprimés par les enseignants n'étaient pas nécessairement les besoins réels. Une des raisons, notamment, c'est vraiment l'idée que les enseignants n'ont pas toujours conscience de leurs besoins en termes de formation continue, probablement aussi parce qu'ils manquent d'outils leur permettant d'identifier les connaissances qu'ils maîtrisent déjà ou les connaissances qui leur posent davantage problème. Donc les besoins en termes de formation sont très difficiles à identifier. On verra après qu'on a essayé de les approcher de la manière la plus rigoureuse possible dans le cadre de la recherche. Quoi qu'il en soit, c'est la définition du besoin qui a vraiment orienté le travail, c'est de considérer qu'il correspond à un décalage entre une situation réelle, donc les compétences actuelles de l'enseignant, et la situation idéale, le niveau de compétence qu'il devrait pouvoir avoir. Alors, cette démarche d'analyse des besoins dont je parle énormément, elle rencontre également de nombreux intérêts. Donc, elle va permettre notamment d'énoncer, et en général, on se met du point de vue des organismes qui gèrent la formation continue, elle va vraiment permettre d'énoncer des objectifs, donc qui vont définir des changements à apporter dans un système d'enseignement et de formation. Ça, c'est un premier enjeu qu'on peut identifier. C'est une démarche d'évaluation, donc qui va permettre à l'organisme de formation dans le cadre qui nous occupe ici d'établir, de prioriser, d'établir des priorités, de produire des objectifs de formation qui vont être pertinents. Donc on retrouve à nouveau le concept de pertinence entre les objectifs qui vont viser et vraiment les besoins des personnes qui sont sur le terrain. Mais également une fonction de régulation, donc le fait de relever des indicateurs à un moment précis et qui vont permettre d'anticiper les modifications de contexte et leurs conséquences probables. Quelque chose que je n'ai pas dit dans l'introduction, mais c'était donc, outre l'intérêt que je portais à la formation continue, j'avais vraiment envie aussi que ce travail ne soit pas un simple aboutissement d'un cursus, mais qu'il serve à quelque chose et qu'en tout cas il bénéficie à l'organisme de formation, qui était très demandeur également de recommandations. Donc ici, je n'énoncerai pas toutes les recommandations que j'ai pu émettre à l'égard de la FOSEF et qui ont vraiment servi, qui servent d'ailleurs de base. Donc c'est vraiment très valorisant de se rendre compte que c'est tenu en compte par la direction. Mais voilà, c'était vraiment l'objectif d'apporter cette idée d'évaluation, de régulation et que ça puisse rencontrer là les besoins des personnes qui gèrent cette formation continue. Mais ce n'est pas l'objet ici de tout développer au niveau des recommandations, même si on peut en parler par la suite. Alors, la démarche d'analyse des besoins qui constitue vraiment la base de la partie méthodologique de ce travail, c'est une démarche qui est issue de La Pointe en 92. C'est un bouquin très très intéressant, très très vaste, mais là on va vraiment effleurer les grandes lignes. Et La Pointe, pour dégager des besoins en termes de formation, préconise une démarche en 3 étapes, qui est relativement simple, vraiment très très simple à comprendre. Donc il considère, et là on s'appuie sur la définition de besoin, qu'il s'agit tout dans un premier temps de décrire la situation désirable que l'on souhaite atteindre. Donc, je vous ai indiqué les abréviations parce qu'on les utilisera par la suite dans la présentation des résultats. Dans un deuxième temps, il s'agit de décrire la situation actuelle à laquelle on est confronté actuellement, donc SA, et dans un troisième temps, de mesurer cet écart. Donc finalement, le besoin, ça reste simplement, c'est peut-être un peu réducteur, mais un écart entre cette situation désirable et cette situation actuelle. Alors, au niveau de la démarche méthodologique, donc on est bien ici sur la pertinence. La cohérence, on pourrait en toucher un mot si ça vous intéresse. Mais ici, je me suis vraiment basée sur cette idée de pertinence. Donc, les données ont été recueillies via un questionnaire auto-administré. Donc, je vous ai dit, j'ai énormément de facilité d'une part à obtenir des données, mais d'autre part à toucher les écoles. Ça, c'était vraiment une facilité aussi. Ce qui signifie qu'on a pu identifier les enseignants des écoles maternelles, primaires et fondamentales du réseau. Un peu plus de 2700 questionnaires ont été envoyés et en format papier, donc ça a vraiment
Ça a vraiment permis d'avoir un taux de réponse assez intéressant. Donc on était au-delà des 450 questionnaires valides à encoder. Donc là, c'était relativement représentatif de la population qui était visée. Alors ce questionnaire, outre la partie renseignement signalétique qui a permis d'identifier le profil des enseignants, leur ancienneté, le niveau dans lequel ils enseignent, mais aussi leur profil en tant que formés, donc vraiment leur relation à la formation continue, le fait de participer régulièrement à des formations présentées, que ce soit par la FOSSEF, par l'IFC ou par d'autres biais. On constate de plus en plus de jeunes enseignants qui sont inscrits justement en sciences d'éducation. Donc, en dehors de cette partie-là, il y a vraiment deux grandes parties qui ont permis de rencontrer donc, les dimensions que je vous ai expliquées. Situation actuelle, situation désirable. Donc, notamment, cette partie-ci, donc, on s'est basé sur des objectifs prioritaires. Donc, je vous montre un exemple ici. Observer l'élève pour valoriser ses réussites et prendre en compte ses difficultés, les anticiper, afin d'adapter les stratégies d'apprentissage. Ces objectifs prioritaires, ils touchaient trois grandes catégories, la pédagogie générale, les mathématiques et la langue française. Il existe bien plus de catégories générales définies par la commission de pilotage, mais il fallait faire des choix, donc on s'est intéressé à ces trois grandes catégories. Et pour ce faire, tous les objectifs qui apparaissent dans les descriptifs des formations continues, des formations modulaires. Donc quand les écoles reçoivent le catalogue de formation, chaque module de formation est présenté sur une fiche et on va retrouver effectivement ces objectifs prioritaires. Donc ils ont été utilisés pour recueillir cette situation désirable. Les enseignants devaient effectivement indiquer le niveau d'importance qu'ils accordaient à chacun des objectifs, allant de pas important à très important. Ça, c'est la première grande partie du questionnaire. Dans la deuxième grande partie, c'est le même fonctionnement, sauf qu'ici, il s'agit des compétences. Alors, ces compétences, où est-ce qu'on les retrouve au sein de la FOSSEF? On les retrouve sur les fiches descriptives des modules de formation. C'est un peu le cahier des charges des formateurs. Donc, lorsqu'ils ont entré leurs propositions de thèmes de formation, on développe dans ces fiches-là les différentes compétences qui vont devoir être acquises par les participants. Donc là, je me suis appuyée sur cela. Et là, c'est plus compliqué pour les objectifs prioritaires. Les enseignants devaient indiquer leur niveau de maîtrise. Alors, allant de pas de maîtrise à très bonne maîtrise, et c'est là que ça devient compliqué. C'est dans quelle mesure est-ce qu'un enseignant est capable d'identifier son niveau de maîtrise. Donc, c'est certain que c'est un des biais de la recherche. Et on s'est rapidement aperçu une tendance qui pouvait démontrer tout de même une certaine forme d'honnêteté dans leur niveau de maîtrise des compétences, parce que là où les objectifs étaient considérés tous comme très importants, peu d'enseignants ont considéré qu'un objectif n'était pas important, si ce n'est tout ce qui était nouvelles technologies. Ça, c'était un peu interpellant aussi. Dans le cadre des compétences, certains enseignants n'ont pas hésité à indiquer qu'effectivement leur maîtrise était nulle, voire insuffisante, voire nulle. Donc on pourrait poser l'hypothèse que c'est une certaine forme de reconnaissance de difficultés. Mais ce sont des questionnaires, donc des choses déclarées. Il n'y a pas eu d'entretien qui ont permis d'étayer cette hypothèse-là. Et donc cette partie du questionnaire, elle a permis de recueillir donc la situation actuelle, le niveau de compétence qui est déclaré. On est bien sûr du déclaré, on n'a pas vérifié si c'était effectivement le niveau de compétence effectif. Donc, par rapport à cela, lorsque tous les questionnaires ont été encodés, il s'agissait alors de mesurer donc ce degré d'importance accordé aux objectifs et de découvrir ceux qui apparaissaient comme étant les plus importants aux yeux des répondants, selon l'avis des répondants. Alors ce tableau, il vous montre pour la pédagogie générale, le premier exemple, c'est le premier objectif qui apparaissait sur la DA précédente. Donc la fréquence des réponses pour chaque niveau d'importance, le pourcentage également, mais une moyenne. Alors cette moyenne, elle est calculée en codant le fait que ce ne soit pas important par une valeur chiffrée. Et donc on a pondéré cette valeur chiffrée pour atteindre une moyenne, considérant que la valeur maximum très important équivalait à 7, important équivalait à 3, peu important à 1, à 5, 3 et 1. Okay.
Et donc cette moyenne montre ici effectivement un niveau d'importance assez élevé, s'approchant de la valeur maximale, à savoir 7. Alors, le degré de maîtrise des compétences, seconde partie du questionnaire, toujours dans la pédagogie générale, donc le fait que les enseignants estiment intégrer à la vie de la classe des stratégies de soutien aux élèves en difficulté. Donc à nouveau, une fréquence, un pourcentage et une moyenne qu'on voit déjà ici plus basse, donc une moyenne de 4,72. On voit effectivement que la majorité des répondants estiment en avoir une bonne maîtrise, tout de même un cinquième une maîtrise insuffisante, donc la valeur est moindre que ce qu'on a vu auparavant. Alors, ensuite, la pointe préconise donc de croiser ces résultats, dans un premier temps de calculer l'écart. Donc l'écart, c'est une première manière d'envisager la priorité des besoins, dans le sens où si une compétence est considérée comme très importante mais peu maîtrisée, l'écart va être plus grand et donc c'est là qu'on va retrouver cette notion de besoin. Alors avec une vigilance au niveau de l'écart absolu, un écart d'une valeur 2 ne va pas avoir la même valeur selon la valeur de la situation actuelle ou de la situation désirable. Donc il s'agit principalement, pour obtenir quelque chose une analyse plus fine, d'avoir une approche multidimensionnelle, donc qui va tenir compte des relations entre ces trois variables. Et ça, c'est ce que la pointe appelle un indice de priorité des besoins, IPB. Donc vous voyez ici, pour un domaine de formation, donc le fait de prendre en compte les difficultés de l'élève, on a associé un objectif avec plusieurs compétences. Ça, c'était une des difficultés de la recherche, c'est d'avoir un ensemble d'objectifs qui apparaissent dans les documents et un ensemble de compétences qui n'ont jamais été mises en lien a priori auparavant et qu'il a fallu associer. Donc, un objectif était parfois associé à plusieurs compétences. Donc ici, on constate la valeur de la situation actuelle, la valeur de la situation désirable. Alors, l'écart ici est de 2,65. Le petit 2 entre parenthèses signifie que c'est le domaine qui apparaît en deuxième position au niveau de la taille de son écart. Donc il y avait un autre domaine qui apparaissait avant. Par contre, en termes d'indice de priorité des besoins, c'est vraiment le domaine de formation dans le domaine de la pédagogie générale qui apparaissait comme prioritaire. Donc ça, une première manière de calculer, c'est en termes de valeur moyenne des situations actuelles, des situations désirables, calcul d'un écart, calcul d'un indice de priorité des besoins. Et dans un dernier temps, la pointe préconise, pour mieux visualiser toutes ces données, d'en faire une représentation graphique. La représentation graphique que voilà. Alors, comment ça fonctionne? On indique donc la situation désirable avec les différentes valeurs dont je vous ai parlé, donc jusque 7 étant la valeur maximale. Pareil pour la situation actuelle, et ce schéma va être structuré en fonction de frontières qui vont générer 4 cadrans. Alors la frontière bleue ici, elle est indiquée au point moyen des échelles, donc 3,5. Et ces 4 cadrans vont générer, on va dire, des types de besoins. Alors vous voyez en haut à gauche la zone des besoins négatifs. Donc on est face à une situation désirable qui est basse. Donc ce sont des compétences qui sont considérées comme peu importantes par les répondants, mais qui à l'inverse sont bien maîtrisées. Donc on considère qu'il s'agit de besoins négatifs. En bas à gauche, dans l'absence de besoins, on a des compétences qui sont considérées comme peu importantes et peu maîtrisées. Donc, intérêt de former les personnes sur des choses qu'ils considèrent peu importantes. On pourrait ouvrir le débat, mais voilà, on ne le fait pas ici. Ici, je vous développe juste la manière dont la pointe envisage de dégager la zone des besoins prioritaires à laquelle on viendra en dernier lieu. En haut à droite, les besoins non prioritaires. Donc, on considère que c'est important, mais on en a une bonne maîtrise. Donc, ce n'est pas prioritaire de se former. Est-ce que cette situation-là est due au fait que les personnes se sont déjà formées auparavant? Ça peut être une hypothèse. Et la zone des besoins prioritaires sur laquelle je me suis vraiment appuyée, c'est considérer qu'un domaine est important et qu'à l'inverse, les personnes se sentent peu compétentes dans ce domaine-là. Alors, pour vous illustrer ça de manière beaucoup plus concrète, toujours sur la pédagogie générale, ça c'est un schéma qui est issu de la recherche. Alors vous allez me dire, les frontières ont bougé. Les frontières ont bougé parce que le modèle de la pointe est réellement flexible.
Donc les frontières qui étaient bleues au point moyen des échelles, ici on peut voir des frontières qui sont rouges. Alors à quoi correspondent ces frontières rouges? C'est la moyenne de toutes les situations désirables pour la même catégorie, donc ici la pédagogie générale. Donc on a situé chaque thématique de formation en pédagogie générale par rapport à la moyenne de toutes les thématiques de formation, autant pour la situation actuelle que pour la situation désirable. Et les frontières vertes, c'est la possibilité qu'offre la pointe d'avoir recours à une délimitation sur base arbitraire. Donc le chercheur délimite un seuil de manière arbitraire. Alors pour la situation désirable, le point moyen des échelles a été maintenu, tandis que pour la situation actuelle, nous sommes dit que c'était intéressant de fixer une bonne maîtrise, en tout cas une maîtrise suffisante. C'est ce qu'on peut attendre, c'est ce que le système est en droit d'attendre des enseignants, c'est une maîtrise suffisante des compétences. Et donc effectivement, on voit que selon qu'on considère la délimitation des zones, selon les frontières rouges et les frontières vertes, les domaines peuvent bouger. Donc à titre d'exemple, ici, on a les domaines numéro 1 et 3 qui sont clairement en zone des besoins prioritaires selon une délimitation. Et vient s'y joindre le domaine numéro 2 avec tout de même les autres qui sont sur une frontière. Donc on considère dans ce cas-là, pour l'organisme de formation, que c'est effectivement le domaine 1 qui devrait être prioritairement traité. D'accord ? Alors, ces schémas existent pour la pédagogie générale, pour les mathématiques et pour la langue française. Alors, quelques éléments de conclusion et qu'il est intéressant ici de présenter par rapport, quand je vois le schéma de Marie Boquillon de ce matin, voilà, le public est assez varié aujourd'hui et ça renvoie vraiment à ça, c'est l'idée que tous les acteurs du système sont impliqués dans la recherche d'une meilleure qualité de la formation continue. Également qu'on est bien dans du pilotage, donc pilotage de la formation continue qui va intervenir à tous les niveaux du système, au niveau, on va dire, en partant de la base, vraiment des personnes de terrain, les enseignants, les directeurs, les personnes des services de gestion de la formation continue, les responsables des réseaux et le pouvoir régulateur. Donc c'est une démarche qui concerne vraiment tout le monde, avec des outils différents bien évidemment. Et donc, j'ai repris cette citation qui est assez parlante de Baffré et Littré, qui dit que prendre en compte et articuler à la fois les besoins de terrain et les besoins institutionnels vont relever du pilotage. Et ce mémoire, finalement, il terminait sur une vision beaucoup plus large, c'est de se dire quelle est la conception de la formation continue dans le développement professionnel des enseignants. Et ces éléments de conclusion, ils ont été vraiment guidés par le fait qu'en juin 2017, on était déjà vraiment dans l'actualité. On avait énormément d'éléments qui nous parvenaient par rapport au pacte. Et c'était de se dire, il serait peut-être utile de trouver donc un équilibre entre les choix, on est bien dans les formations modulaires individuelles des enseignants, entre les choix individuels, donc un paradigme libéral, on est sur le chacun pour soi, et une mise au pas davantage bureaucratique. Quel équilibre entre ça? Est-ce qu'il n'existe pas donc une troisième voie pour cette formation continue, mais donc qui considérerait à la fois les besoins des enseignants du terrain, mais qui serait adossée à des normes qui seraient stables par rapport aux aléas politiques et aux alternances du système et aux modifications du système. Alors, ces éléments de conclusion, ils vont naturellement alimenter donc, cette deuxième partie. Donc, on en parlait ce matin, les 300 et quelques pages du pacte. Moi, je suis vraiment allée rechercher donc, cette idée de formation continue. Vraiment, quelle place est-ce qu'elle a? Comment est-ce qu'on en parle? Alors, ce n'est pas une analyse thématique comme ce qui a été présenté ce matin, mais c'est dans un premier temps vous dire, tiens, finalement, comment est-ce que le pacte envisage la formation continue? Quelle place il lui donne? Mais comment le pacte la définit. Et ce qui m'intéresse essentiellement, c'est cette idée d'articuler les besoins individuels avec les besoins collectifs. Donc comment dans un premier temps, en tant que directeur, gérer cette vision collective, cette dimension collective de la formation continue, tout en l'articulant avec la gestion personnalisée de la formation de l'enseignant, donc au niveau individuel. Et dans un dernier temps, c'est envisager la formation continue en regard des différentes étapes de la carrière qui sont définies par l'avis numéro 3.
Alors, la formation continue dans le pacte, elle est définie comme une des 5 composantes de la charge des enseignants. Donc, on a le travail en classe, le service à l'école aux élèves, le travail collaboratif, le travail autonome et la formation continue. Alors, dans le cadre des plans de pilotage, dont je vais ici également parler en envisageant les besoins collectifs des établissements, elle est considérée comme une stratégie qui va être transversale. Donc, lorsque les équipes éducatives vont identifier les objectifs à poursuivre dans le cadre de leur plan de pilotage, la formation continue, elle ne sera pas un but en soi, mais elle sera vraiment un moyen, elle sera une stratégie transversale qui permettra d'atteindre des objectifs peut-être davantage disciplinaires. Et elle est considérée comme un levier de changement important et une composante structurelle de l'exercice d'un métier dont on dit qu'il est par nature évolutif. Alors, si on va plus loin, on retrouve également cette idée de considérer la formation initiale et la formation continue comme étant nécessairement de haut niveau, de grande qualité, en dotant, on l'a déjà dit tout à l'heure, simultanément les enseignants des compétences professionnelles qui vont être nécessaires, d'une part à leur insertion dans le métier. Ça va aussi leur apporter des outils théoriques qui vont leur permettre de saisir les fondements de ce métier, d'en analyser les enjeux, mais aussi d'en renouveler les pratiques. Et la formation en cours de carrière des enseignants, on considère dans l'avis numéro 3 qu'elle constitue un levier de changement important, une composante structurelle, comme on l'a déjà dit, de l'exercice d'un métier dont on dit qu'il était par nature évolutif. Alors, ce schéma, il montre vraiment ce que j'ai envie de développer en termes d'outils dont je vous ai parlé. C'est vraiment cette cohérence, cette articulation entre la gestion collective de la formation continue, à travers les objectifs du plan de pilotage, du projet d'établissement également, en regard des objectifs du système, et un système de gestion personnalisé. Donc là, on est bien dans le projet personnel de formation de chaque enseignant. Alors, si on s'intéresse à présent à la gestion collective, donc la gestion collective de la formation continue, elle devrait, selon l'avis numéro 3, trouver racine dans les besoins collectifs de l'établissement et du système éducatif. Donc, le plan de pilotage, on est vraiment sur des objectifs qui vont appartenir aux écoles, qui vont être des objectifs spécifiques, mais qui sont cadrés par les objectifs du système. On devra rester dans ces différents objectifs d'amélioration. Et la formation, quelle place est-ce qu'elle vient prendre là-dedans? C'est l'idée d'avoir un plan de formation qui sera co-construit. C'est déjà en partie le cas dans les établissements par la direction et les équipes pédagogiques, et qui seront construits pour une période de 3 à 6 ans qui correspondent à la période d'évaluation des plans de pilotage, donc, qui vont permettre, donc le plan de formation va vraiment permettre de la réalisation des objectifs du plan de pilotage avec ces mêmes échéances. Alors, les compétences sont à développer, comme j'ai déjà dit, donc en regard d'une part des objectifs spécifiques de l'établissement, on est sur le terrain même, mais en regard des objectifs généraux du système, voire des objectifs particuliers pour certains types d'établissements. Donc pour l'instant, on évoque effectivement ces objectifs particuliers pour les écoles en encadrement différencié, pour l'enseignement spécialisé, l'apprentissage par immersion ou encore le premier degré. Alors, la gestion personnalisée de la formation de l'enseignant, ce qu'on en dit dans l'avis numéro 3, c'est que chaque membre du personnel donc, devrait définir son projet personnel de formation intégré à un portfolio, et on suggère l'idée d'un portfolio. Donc, c'est viser son développement professionnel personnel, mais sans perdre de vue les objectifs généraux du système et les objectifs spécifiques dans l'établissement. Donc, on se rend compte du changement vraiment de paradigme où on est actuellement face à des enseignants, en tout cas de mon expérience, qui choisissent un peu leur formation en fonction de leurs besoins vraiment individuels, si ce sont des besoins, considérant que ça puisse être des besoins et non pas l'envie d'aller à l'une ou l'autre formation selon le nom du formateur ou l'envie du moment. Mais là, on est vraiment dans une perspective plus large, en quoi le développement professionnel qui va passer par la formation, mais la formation continue n'est pas le seul vecteur de formation, de développement professionnel, en quoi elle va pouvoir également aller à la rencontre du collectif, des besoins collectifs. Alors, dans l'avis numéro 3, on envisage 4 cas de figure pour les formations individuelles volontaires. Le premier, c'est le fait que le membre du personnel pourrait identifier des besoins spécifiques supplémentaires, donc des compétences à développer,
qui vont contribuer à son développement professionnel personnel, mais également aux besoins spécifiques de l'établissement. On se répète systématiquement dans l'avis numéro 3 et j'ai repris certains éléments, mais on insiste vraiment sur cette dimension et cette articulation. Alors, dans un deuxième cas de figure, ce serait la direction qui proposerait de suivre une formation individuelle, qui pourrait être utile à sa professionnalisation et à l'établissement aussi. Un troisième cas de figure, c'est dans le cas où le membre du personnel souhaiterait accéder à d'autres fonctions ou à une requalification dans l'enseignement. Et enfin, le dernier cas de figure, c'est dans le cadre du processus d'évaluation des membres du personnel qui est préconisé. C'est le fait d'identifier des compétences à développer, mais là, on serait davantage dans une démarche de prescription d'une formation à suivre. Alors, dernier petit morceau de cette deuxième grande partie, c'est vraiment l'idée que la carrière pourrait être structurée en 3 étapes, donc les enseignants débutants allant du début de carrière jusqu'à 2 à 5 ans, les enseignants confirmés, les enseignants expérimentés, et là ça pose vraiment la question ce serait des statuts entre guillemets, pas au sens légal, mais des statuts différents. Ces personnes auraient des missions spécifiques au sein des établissements, et quelle serait alors la pertinence d'une formation continue en regard de ces différents besoins qui seraient spécifiques aussi. Un enseignant expérimenté qui pourrait avoir une mission d'accompagnement, de mentorat de ses jeunes collègues aurait un statut différent, des missions particulières et donc un besoin de formation différent d'un enseignant débutant. Et donc, quel référentiel pourrait organiser cela? Quelles compétences développer selon ces missions spécifiques, sachant qu'actuellement, on est sur un référentiel qui est relativement général, donc issu du décret de 2000 qui définit la formation initiale. Parce que quand on va consulter le décret de 2002 sur la formation continue, on dit que les compétences à développer, elles doivent entretenir, perfectionner, ajuster les compétences qui se trouvent dans le décret formation continue. Donc actuellement, on dispose de ceci, et la question se pose, quel serait un référentiel qui serait cohérent, qui serait pertinent par rapport à ces 3 étapes de la carrière. Alors ça, c'était vraiment de la lecture d'avis numéro 3 pour vous éviter de lire les 300 et quelques pages. Et donc, je suis occupée actuellement donc, sur cette ébauche de l'outil. Donc, je suis très claire sur le fait qu'il s'agit d'une ébauche. Donc, c'est un travail individuel que je mène, mais en collaboration avec mes collègues de l'organisme de formation continuée, donc mes collègues de la FOSEF. Et on est en train de réfléchir à la manière dont cet outil pourrait servir dans un premier temps au directeur, également au conseiller pédagogique, mais vraiment principalement au directeur pour articuler ces deux visions, donc ces besoins collectifs, mais aussi le développement personnel de chaque enseignant. Donc ça pose plusieurs questions, je vais essayer que cet outil réponde le plus clairement possible. C'est comment le directeur, quel pilotage est-ce qu'il va mener au niveau de la formation continue collective et individuelle, comment il va assurer cette cohérence entre les besoins individuels et les besoins collectifs. Dans le contexte des plans de pilotage, contexte bien particulier qui peut être considéré, selon moi ici, comme un élément facilitateur pour implémenter ce type d'outils, quelle cohérence entre objectifs d'amélioration, donc objectifs généraux, objectifs particuliers et les objectifs spécifiques de l'établissement. Et enfin, en s'appuyant sur la recherche que j'ai menée, comment est-ce que cette démarche d'analyse des besoins peut-elle être au service de la pertinence? Alors, j'espère que ce schéma pourra vous aider à mieux comprendre la manière dont sont cadrées les choses. Donc, j'ai envisagé vraiment les différents cadres dans lesquels on fonctionne pour être vraiment en cohérence avec les différents contextes qui nous entourent. Donc, au niveau du système éducatif, on est dans le cadre des objectifs d'amélioration, des objectifs spécifiques. Donc, les plans de pilotage vont bel et bien s'inscrire dans ces objectifs d'amélioration. Et on est également tenu de respecter un cadre légal qui est le décret de 2002 relatif à la formation en cours de carrière. Alors, si on s'intéresse maintenant au niveau des réseaux, on a aussi le respect des projets éducatifs, des projets pédagogiques et le respect des programmes. Et si on se retrouve au niveau de l'établissement, là, on va se retrouver avec les plans de pilotage, différents projets. J'ai indiqué ici les projets général, plan général d'encadrement, d'action d'encadrement différencié, un projet d'immersion, projet d'établissement qui sera intégré au plan de pilotage. Donc là, c'est le cadre au niveau de l'établissement. On se met ces balises-là. Et finalement, la formation continue, elle se trouve dans tout ce contexte. Donc, on a la gestion collective, les besoins collectifs des enseignants, les besoins individuels,
et cette cohérence. Alors cette cohérence au niveau du système éducatif, on doit respecter ce système éducatif et le cadre qu'il nous donne. Donc on parle notamment de la co-construction d'un plan de formation qui va permettre de réaliser les objectifs du plan de pilotage, et on va devoir respecter le cadre légal relatif à la formation continue. Cohérence au niveau de l'établissement. Donc l'établissement, les objectifs définis dans le cadre des plans de pilotage, et cohérence avec projet d'établissement, éventuellement un projet d'encadrement différencié si l'établissement s'y trouve. Et au niveau du réseau, une cohérence avec les orientations des projets éducatifs pédagogiques et les programmes. Donc les questions qui se posent maintenant pour construire cet outil, c'est finalement sur quelle base, quelle analyse va permettre d'identifier ces besoins collectifs et quelles vont être les sources d'information qui vont permettre de dégager les besoins individuels des enseignants. Alors, cette gestion collective de la formation continue, donc on en revient à l'idée du plan de formation qui est défini dans l'avis numéro 3 du pacte, page 162 si ça vous intéresse, qui va permettre de développer les compétences indispensables qui doivent être développées par l'équipe, donc à nouveau pour répondre aux objectifs spécifiques de l'établissement, aux objectifs d'amélioration fixés par le pouvoir régulateur et aux objectifs particuliers des réseaux. Alors, à partir des objectifs spécifiques de l'établissement, plusieurs stratégies peuvent être mises en place, plusieurs étapes d'analyse peuvent être mises en place. C'est d'abord de se dire, on a défini des objectifs spécifiques pour notre établissement, quelles sont les stratégies, les actions qu'on va mettre en place concrètement. Quelles sont les compétences qui sont essentielles à développer par les enseignants pour mener ces stratégies, ces actions, et pour, plus haut, atteindre les objectifs. C'est analyser au niveau collectif le niveau de maîtrise des compétences par l'équipe éducative. On se constate, je mettrai un exemple après, mais on constate une lacune dans tel domaine, on se fixe un objectif particulier, des actions, et pour mener ces actions, est-ce qu'on a tous les compétences nécessaires? Donc quel est notre niveau de maîtrise des compétences qui sont nécessaires? Sans oublier effectivement d'autres sources d'informations, différents indicateurs de performance, d'équité, résultats aux évaluations externes, qui peuvent également dresser un portrait de l'établissement et montrer dans quelle mesure l'établissement a des forces et des faiblesses dans l'une ou l'autre discipline, par exemple. Ou, de manière plus large, le rapport au redoublement ou à la gestion des élèves en difficulté. Et donc, ça permettrait finalement de dégager, donc de définir des besoins de formation collective à partir de ces indicateurs qui sont fournis par l'administration, mais aussi à partir de l'analyse des besoins individuels. Donc, je ne dis pas que les besoins collectifs doivent être identifiés avant ou après les besoins individuels, mais je pense qu'ils vont pouvoir s'alimenter les uns les autres. Alors concrètement, j'ai imaginé une école fictive pour pouvoir illustrer mes propos. Donc une école fondamentale située en province de Hainaut, 2 implantations, 320 gamins. On est en encadrement différencié classe A, ça me parle personnellement parce que j'étais dans ce type d'établissement. Et on se rend compte lors du diagnostic des forces, des faiblesses de l'établissement qui vont permettre de construire le plan de pilotage, qu'il y a une faiblesse, que ce soit au niveau des évaluations externes non certificatives, mais aussi au niveau du CEB, en savoir lire, j'imagine, élaborer des significations, bien sûr, résultats qui sont inférieurs à la moyenne des écoles du même indice socio-économique. Alors, l'équipe se trouve là-devant, et j'ai imaginé, je me suis dit, tiens, si j'étais encore à la direction, quel est l'objectif d'amélioration qu'on aurait pu poursuivre? C'est vraiment améliorer les savoirs et compétences. Parmi les 4 objectifs d'amélioration, c'est celui-là. Donc, on est bien dans une dimension d'efficacité. Et l'objectif spécifique de notre établissement, c'est se dire, au bout de 3 à 6 ans, on va améliorer les résultats de nos élèves en savoir lire. Stratégie, plan d'action, j'ai imaginé également 3 stratégies qu'on pourrait mettre en œuvre. D'une part, une meilleure continuité en termes de contenu, avoir une bonne identification des compétences, des contenus dans chaque cycle. Une meilleure continuité en termes de méthodologie utilisée. Et également, je me suis dit, tiens, mettre en place des dispositifs de remédiation immédiate, la différenciation pour les élèves qui seraient en difficulté en savoir lire. 3 idées d'action, hein, c'est une liste bien évidemment non exhaustive. Et par rapport à ces stratégies, donc je les ai numérotées, quelles seraient les compétences nécessaires à mettre en œuvre? Alors pour la continuité en termes de contenu, c'est la maîtrise des socles et des programmes par exemple. Ce n'est pas la seule, mais c'est une de celles que j'ai imaginées. Dans un deuxième temps, pour la continuité en termes de méthodologie, c'est connaître, maîtriser les connaissances et des balises pour l'apprentissage de lecture avec des élèves de milieux défavorisés, par exemple.
Et pour la stratégie liée à la remédiation et à la différenciation, c'est être capable de détecter les difficultés d'apprentissage et lecture, savoir y remédier, savoir construire des séquences d'activités qui vont utiliser la différenciation comme moyen d'amener tous les élèves à progresser dans leurs apprentissages. Et concrètement, ce serait se poser ces questions-là. Quelle est la maîtrise de ces compétences au niveau collectif par l'équipe éducative? Est-ce qu'il y a déjà des formations individuelles, collectives? Avoir un état des lieux des formations qui ont déjà été suivies. Donc, est-ce qu'il y a déjà des ressources en interne, des personnes qui ont été formées, qui pourraient aider les autres à se développer en interne? Ce n'est pas nécessaire que tout le monde retourne en formation. On parle beaucoup des pratiques collaboratives. Pour moi, elles peuvent trouver vraiment leur intérêt ici. Et donc, quel besoin finalement de formation? S'il n'y a pas tant de ressources, est-ce qu'on a un besoin de formation dans ce domaine-là? Ça, c'est de manière collective. Alors, pour la gestion individuelle de la formation continue, donc, on l'a dit tout à l'heure, on était sur l'idée d'un portfolio. Chacun devrait définir son projet personnel de formation. Alors, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Les enseignants, de nombreux enseignants ont en tête leur projet personnel de formation, savent vers quoi ils veulent aller, quelles seraient leurs difficultés ou déjà leurs forces. Mais on essaye de structurer ça dans un projet qui serait davantage formalisé. Et de nombreuses sources d'informations, je suis directrice, donc voilà, je me serais servi notamment des résultats des élèves aux évaluations externes, certificatives ou non. Les entretiens individuels d'évolution professionnelle qui peuvent être menés par les directions et qui sont des moments intéressants pour discuter avec l'enseignant des difficultés qu'il rencontre et des besoins déjà dégager des besoins de formation. Se rendre compte dans les classes, faire des visites de classe qui permettent d'appréhender effectivement quelles sont les forces, les faiblesses de l'enseignant, où est-ce que ça peut coincer. Alors, le référentiel de compétences, peut-être, mais là, on est davantage pas sur une source d'information, mais sur une norme qui permettrait justement de recueillir différentes données. Et la démarche, finalement, que j'ai utilisée dans ma recherche, c'est une démarche d'analyse des besoins. Donc, les besoins déclarés par les enseignants, ça peut être intéressant de leur demander de situer leur niveau de maîtrise. Mais alors, on peut effectivement, quand on est sur le terrain, qu'on connaît son école, c'est croiser avec les autres sources d'information dont on dispose en tant que directeur. Alors, les rapports d'inspection, effectivement, apportent aussi une autre dimension et un regard extérieur sur, même s'ils ne sont plus envisagés nécessairement de manière individuelle, ils peuvent apporter des éléments très intéressants. Alors, si on reprend l'idée de cette école fictive, comment est-ce que chaque enseignant dans sa classe pourrait articuler donc sa formation continue individuelle au contexte collectif? Alors j'ai repris les compétences nécessaires qui apparaissaient sur une dia précédente, donc les 3 compétences en lien avec le savoir lire, et plusieurs questions qu'on peut se poser. C'est quelle formation, donc faire un état des lieux, quelle formation cet enseignant a déjà suivi dans le cadre de ces différentes compétences? Est-ce qu'il est déjà formé là-dedans? Est-ce que les formations, et là ça rejoint l'idée de transfert des formations, d'efficacité des formations qui ont été suivies? Dans un deuxième temps, quel est le degré de maîtrise qu'il estime avoir des différentes compétences dans ce domaine? En tant que directeur, comment est-ce que je peux aussi évaluer le degré de maîtrise de ces compétences pour l'enseignant? On a évoqué les entretiens individuels, mais aussi des visites de classe. Quelles compétences, donc, finalement, vont constituer un besoin de formation chez l'enseignant? Ça, c'est une autre question. Il en existe d'autres, mais ce sont celles, en tout cas, que je vous propose. Et quelles ressources aussi permettent l'acquisition? Donc, on rejoint le travail collaboratif et se dit qu'il y a peut-être des personnes aussi au sein de l'établissement qui pourraient être des leviers ou des personnes ressources pour certaines compétences. Alors, par rapport aux différents acteurs dont on parlait tout à l'heure, la direction, pour moi, elle a vraiment un rôle central dans un travail d'analyse des liens de conformité entre les différents objectifs, l'objectif spécifique de l'établissement, l'objectif du système, une capacité d'analyse des différents indicateurs dont il dispose. Et là, voilà, on peut faire le lien aussi au niveau de la formation des directeurs par rapport à cette capacité d'analyse de tous ces indicateurs et vraiment faire un état des lieux de son établissement et capacité d'analyser les besoins de formation des membres du personnel. Alors au niveau des conseillers pédagogiques, j'ai identifié 2 rôles principaux, en tout cas qui font partie de notre cahier des charges, c'est d'accompagner la direction dans l'analyse de ces indicateurs et de la cohérence des différents niveaux d'objectifs.
de porter un regard extérieur sur le plan de formation de l'établissement avec les gestionnaires de formation. Alors ces gestionnaires de formation maintenant, ces organismes de formation continue, eux, on identifie davantage un rôle de garant d'une certaine forme de cohérence et de pertinence, donc de l'offre de formation en regard des besoins des enseignants, et de réguler l'offre. Je me projette, je me dis les plans de pilotage vont arriver, on va retrouver toute une série d'objectifs spécifiques. Il y a certainement beaucoup d'établissements qui se retrouveront autour de certains types d'objectifs, et de réguler l'offre et de proposer des choses qui vont vraiment être identifiées au sein des écoles. Si beaucoup d'écoles se rendent compte qu'une lacune, on pense au savoir lire immédiatement, et M. Bissonnette en parlait, si on se rend compte qu'en savoir lire, là vraiment, il y a de nombreux établissements, il faut faire une offre de formation qui va permettre aux enseignants de se mettre à niveau dans ce domaine-là. Je pense aussi au rôle d'un comité d'accompagnement du plan de pilotage, on en parle également, quand on parle de leadership pédagogique, de leadership distribué, on a vraiment un partage du leadership. Donc, le comité d'accompagnement, quel rôle il pourra avoir dans la formation continue, le regard également des DCO. Et ça rejoint un rôle que j'identifie aussi pour les conseillers pédagogiques dans la cohérence des niveaux de l'objectif. Mais c'est le principal rôle des DCO, c'est de voir si les objectifs définis dans le cadre des plans de pilotage sont bien en cohérence avec ceux du système. On pourrait imaginer d'autres rôles pour d'autres acteurs, les enseignants également, mais là, je pense que la formation a également un rôle à jouer dans l'identification, et là, c'est un élément dans la recherche, l'identification de leurs besoins de formation, et ça pourrait faire l'objet d'un apprentissage en soi. Voilà, je vois que j'ai dépassé le temps. Je vous remercie pour votre attention. Alors, il y a un temps d'échange et de questions qui est prévu, donc je vais me faire un plaisir, si vous avez des questions, d'y répondre. On va te remercier, donc vos propos m'intéressent d'autant plus fortement. Est-ce que vous avez envisagé aussi bien dans l'aspect individuel que dans l'aspect collectif la perspective de la temporalité de ces formations? C'est un titre vraiment personnel que je parle là, mais j'ai parfois l'impression qu'on est davantage dans le saupoudrage que dans quelque chose qu'on construit sur le long terme. Est-ce que cette perspective-là d'interroger sur la temporalité alors, ça fait partie de mes deuils. J'étais arrivée avec un projet de recherche très très large, et notamment qui concernait tous les facteurs qui favorisent le transfert. Et parmi ces facteurs qui favorisent le transfert, c'est effectivement le fait de ne pas faire 3 jours de formation, un module où on fait 3 jours de formation, voire 2, parfois, des modules qui font 2 jours de formation, mais l'idée d'y revenir régulièrement et d'ancrer aussi un suivi de ces formations. M. Bissonnette le disait, cette idée, et en tant que conseiller pédagogique, c'est aussi un grand regret qu'on peut avoir, c'est de se dire on n'est pas nécessairement dans l'accompagnement tout le temps au sein des écoles, et ça c'est vraiment un facteur de transfert des formations continues. D'une part, pas du saupoudrage de X heures, 10, 15 heures de formation, c'est rien, mais aussi après comment implémenter, comment accompagner l'enseignant. L'enseignant, il a reçu plein. Je me souviens en tant qu'enseignant, je sortais de là soit avec deux visions des choses, soit très enthousiaste en me disant je vais vraiment foncer, et parfois il y avait des freins où leur quotidien me rattrapait tout simplement. Où on se dit on a appris plein de choses et puis finalement le quotidien nous rattrape, mais aussi cette idée de retomber, je ne sais pas comment expliquer ça, mais on est repris, on peut aussi avoir une perception de découragement parce qu'on se retrouve dans sa classe et on aurait besoin que le formateur continue à être là dans une certaine forme d'accompagnement et de guider finalement ce transfert de ce qu'on a appris, parce qu'on est là, on a nos notes, on se dit c'est génial, mais oui, et comment vraiment la mise en œuvre. Dans la mise en œuvre, je pense qu'il y a quelque chose, et ça rejoint la temporalité inévitablement. Mais il y a des contraintes, et lorsque j'ai évoqué les recommandations au niveau de la FOSEF, la contrainte c'est dans quelle mesure est-ce qu'un organisme de formation pourrait lui recueillir les besoins des enseignants de la communauté française. Moi je l'ai fait sur 265 écoles. Toutes n'ont pas participé, tous les directeurs n'ont pas. Mais la faisabilité, tout ça, il manque de moyens, je pense que c'est un obstacle, mais c'est vrai que la temporalité, ça fait partie des deuils de la recherche. J'aurais voulu, et puis finalement, s'orienter, cohérence, pertinence, mais dans le modèle de Bouchard-et-Plante, on a vraiment de nombreuses dimensions qui voulaient être explorées, et le transfert était une de mes pistes. On ne sait jamais, pourquoi pas, dans un avenir, proche ou moins proche.
question, mais par rapport à l'accompagnement des enseignants dans les classes après la formation, le problème c'est que, moi je suis du côté organisateur de formation, je propose des formations, notamment à la FOSEF, et il est arrivé au moins une fois où on avait un budget de la région wallonne qui permettait la diffusion de la recherche sur laquelle on travaillait et qu'on diffusait dans les formations. À ce moment-là, on pouvait proposer aux enseignants d'aller dans les classes et d'essayer avec eux la mise en œuvre de telle ou telle activité. Mais la plupart du temps, on n'a pas les moyens, on n'a pas le personnel, on n'a pas l'argent. Oui, tout à fait. Sinon, effectivement, ça c'est l'idéal, quoi. Oui, on est bien dans parfois une vision utopique, ça c'est voilà. Mais il est vrai que les moyens, malheureusement, constituent des freins qu'il est parfois très très difficile à lever, des obstacles très très difficiles à lever. Mais c'est une condition, oui, c'est ça je pensais dire également, dans le rapport que la professeure Bissonnette a présenté dans sa dernière partie d'intervention, il y a aussi toutes les conditions et on touche à notamment cette dimension d'accompagnement après la formation, je veux dire pure et simple, le formateur, les personnes qui sont formées. Mais après, comment est-ce qu'on fait pour qu'effectivement cette formation soit utile avec cette vision essentielle de dire elle doit modifier les pratiques au bénéfice des élèves et de l'amélioration des résultats. Donc toute une recherche très très intéressante. Ça, on ne sait jamais ce que ça donne. On a beau prêcher une bonne chose à faire. Moi, je suis conseiller pédagogique pour la FEPROSOC et je travaille un des dossiers pédagogiques qui est un peu le cahier des charges. J'essaie un peu de voir avec les profs dans quelle mesure il y a un aliment pédagogique entre ce qui est enseigné, ce qui est évalué et ce qui est rien que ça. Mais des fois, on se rend compte qu'on prêche ça, mais que dans les pratiques, les gens ne le font pas parce qu'ils doivent rechanger tout leur cours, on met le doigt sur des problèmes et du coup, ça, on n'a pas de regard. Non, ce serait un vaste chantier que d'imaginer effectivement de mesurer l'impact de la formation continue sur les pratiques des enseignants. Une petite idée serait que la formation continue serve à développer la professionnalisation du métier d'enseignant. Dans ce sens-là, en fait. C'est une grande question basique. Et la réflexivité. Oui, que les contenus soient davantage méta que concrets. Oui, à l'inverse, les formations qui sont très appréciées par les enseignants, il y a eu du concret. C'est ce qu'ils cherchent, des choses qui puissent être appliquées telles quelles le lendemain dans leur classe. Et les moments méta, on le sait, moi dans mon métier, j'essaie tous les jours de vraiment développer cette capacité réflexive des enseignants et des directions d'école. C'est pas simple et effectivement un contenu. Il faut que les formations soient construites dans ce sens-là pour développer ces aspects-là chez. Oui, on tend vraiment vers au niveau des formateurs. En tout cas, je sais que la FOSEF insiste vraiment sur ces temps méta qui permettent. Ok, on vous accorde qu'il y a des enseignants qui sont détachés, je veux dire 10 jours, je pense, par an pour donner des formations. Et bon, ils sont effectivement sur des choses. Ils essayent de jongler entre cette tension de. Les enseignants sont en attente de choses concrètes et eux, ils essayent vraiment de développer la réflexivité. Donc, effectivement, ils vont leur donner de quoi les nourrir, en tout cas la nourriture qu'ils attendent, mais ils vont également s'appuyer et dire bon, ok, on se pose maintenant et on prend de la hauteur par rapport à ça. Et c'est là qu'on pourrait peut-être trouver des petites pistes pour le transfert, effectivement. Bon, en termes de réflexivité, il pourrait déjà s'être en réflexion. Et très étonnamment, cette partie de l'identité professionnelle de l'enseignant est praticien réflexif. Disparaît finalement des textes, même, parce que quand on ventile un peu la carrière de l'enseignant, on ne retrouve plus cette page. Et pourtant, je pense que la route papier, on la connaît bien et c'est quelque chose qui doit orienter effectivement l'offre de formation, mais qui n'est pas. Qui n'existe pas en tant que tel dans des modules de formation, en tout cas je ne pense pas, mais qui effectivement vient alimenter certains moments de formation. Est-ce qu'à la lumière des plans de pilotage, vous pourriez dire maintenant qu'au niveau d'un organisme comme la FOSEF, on va davantage s'orienter vers des formations qui seraient davantage collectives, ou quelle serait la part de formation qui serait davantage réservée aux collectifs? Davantage, ça je ne sais pas. Mais est-ce que le cadre va bouger? Est-ce que le cadre légal de la formation continue va bouger?
Pour l'instant, on n'envisage pas de bouger aux 2 journées micro, à la journée macro qui finalement devient micro, parce que voilà, les faits sont tels que les directions sont amenées à la gérer depuis maintenant 6 ans, bien certainement 6 ans. Et cette formation au niveau méso, mais qui n'est même pas actionnée, qui n'est pas obligatoire, qui est considérée comme étant obligatoire, mais dans les faits, il y a des enseignants qui ne participent pas à la formation. Donc, voilà, moi je n'ai rien lu en tout cas qui s'oriente vers ça. Mais ce serait intéressant, effectivement, de voir au cœur du problème comment remédier à ça et articuler davantage. Voilà, moi l'idée que j'ai, elle me semble amener de la cohérence, mais après, comme on dit, on a les obstacles, les cadres dans lesquels on fonctionne on se doit de respecter, bien évidemment. Moi, je ne suis pas dans les solutions non plus de l'organisme de formation, mais c'est avec vraiment les personnes de terrain qu'on travaille cet outil pour permettre aux directions au moment de rédiger leur plan de formation. Là, nos directeurs du premier tiers vont rédiger leur plan de pilotage, donc ils vont travailler pour vraiment dégrossir l'état des lieux de leur école, ils vont se noter les objectifs. Moi, je vois plus loin, je vous dis, au dernier trimestre, dans un an, là, ils seront vraiment dans les stratégies, dans les actions. Ok, on en est où dans les compétences pour atteindre ça? Et les plans de formation, pour moi, de 2019-2020, devraient être systématiquement. Et un enseignant qui veut partir en formation, comme j'ai des collègues qui souvent, qui veulent faire macramé, une formation macramé, non. On est sur le savoir lire. Alors, peut-être bien intéressé par les historiques, mais la priorité, c'est ça. Et là, c'est au directeur d'école aussi à cadrer. On va pas des enseignants qui parlent dans tout, dans tous les sens. On a autant de demandes de formation que d'enseignants. Et pas nécessairement de cohérence. Donc là, c'est le rôle du directeur aussi d'assurer cette cohérence. Il y a beaucoup d'enseignants en milieu ou en fin de carrière qui savent plus quoi choisir comme formation parce qu'ils ont déjà un peu fait le tour et ils sont un peu désespérés. Moi, j'ai déjà vu des enseignants, beaucoup d'enseignants se plaignent beaucoup de formation. Ils trouvent que c'est une perte de temps. Et certains même viennent le matin, ne sont un peu l'après-midi, il y a un réel souci, quoi. C'est un exemple, effectivement, oui, le fait que ça ne colle pas nécessairement à la et quand ils ont déjà entendu un truc, ils ont envie de se tourner. Les discours sont différents, mais là on peut plonger effectivement dans les rapports annuels. Et l'IFC, le rapport annuel est très étayé. Donc là, on s'est trouvé aussi des éléments sur, Par contre, où est-ce que le niveau de satisfaction est plus élevé, sachant que c'est quand même une évaluation à chaud, donc c'est pas nécessairement la meilleure évaluation quand on sait comment on évalue l'efficacité d'une formation. L'évaluation à chaud, ça donne pas grand-chose comme. Par contre, ce que je constate, c'est que beaucoup d'enseignants sont quand même très intéressés de savoir ce qui se passe ailleurs. Et donc, quand il y a le formateur peut exploiter un moment de partage où chacun peut faire part de l'état des lieux de chez lui, de son expérience, etc., des freins et des bons côtés de ce qu'il vit comme enseignant, ça, généralement, ils en sortent assez Ce satisfaits. sont des dispositifs qui existent également, pas nécessairement au niveau de la formation continue. Au niveau des réseaux, mais d'autres, je sais que mes collègues ont déjà organisé des mercredis après-midi de rencontres. Donc là, c'est la cellule des conseillers pédagogiques qui organise ça, mais des rencontres sur différentes thématiques. Je sais que sur l'enseignement spécialisé, c'est en train de se faire sur un décès, où là, on fait en réflexion sur certaines difficultés. Et c'est vrai que les enseignants ont tendance à mieux accepter d'apprendre de leur père parfois. Alors voilà, c'est aussi un côté très important. Ils ont souvent une méprise du formateur. Surtout si le formateur n'a parfois une connaissance technique pointue sur un sujet, mais n'est pas un prof par exemple. Oui, tout à fait. Donc là, de légitimité. Tout de suite, il y a un problème de légitimité et donc il n'est pas reconnu parce qu'il ne vit pas le terrain. C'est un autre souci. Moi, c'est peut-être une petite précision à vous demander. Vous avez terminé votre exposé par le rôle du comité d'accompagnement du plan de pilotage. Vous savez nous en dire un petit mot? C'est ce qu'on appelle les COP. Donc c'est l'idée du leadership distribué, donc de... En interne. En interne, voilà, exactement. C'est-à-dire, le directeur ne va pas porter le plan pilotage. C'est bien dit, un plan pilotage, c'est pas le directeur qui va le construire dans son bureau, comme ça peut être le cas de certains autres projets dans le passé. Mais c'est vraiment l'idée de s'entourer
de représentants de l'équipe éducative qui peuvent également porter le projet. C'est vraiment ce qu'on essaye de mettre en place. Ça existe dans certains établissements déjà. Oui, oui, tout à fait. Pour les directions qui sont en train d'implémenter le plan de pilotage. Oui, c'est ce qui est, en tout cas, Ça c'est ce qui est préconisé, c'est de, voilà, on ne porte pas le projet seul, il y a un leadership, une forme de leadership distribué, ça peut passer par là. C'est pas que la manière d'exercer un leadership distribué, mais ça en est une. Ça dépend en fait. Enfin, c'est de faire le lien avec ce que Steve Bissonnette disait le matin. Par exemple, quand je consulte un catalogue de la SIGAFOC, je vais tomber sur une série de formations en fait, qui ne sont pas basées sur des données probantes et en fait dont l'efficacité n'est pas prouvée. Et là, ça me pose question de savoir qu'on propose ces formations-là qui n'ont pas l'efficacité aux enseignants. C'est vrai qu'on pourrait faire le lien effectivement. Oui, c'est une question que je me suis posée parce qu'il y a des formations qui sont pas très chouettes, mais style le brain gym. La PNL. Et on est dans cette mouvance l'outil d'apprentissage. C'est sympa, mais. Et d'initiatives individuelles, mais parfois d'établissements complets qui se lancent, qui disent mon plan de formation l'année prochaine, on est dans l'esprit. Ça va bien, ça. Donc c'est logique aussi que. Et là, voilà, c'est logique aussi que parfois dans la formation, on se dit on va suivre aussi la mouvance qui est donnée par les enseignants. Et je ne sais pas trop d'où viennent ces effets de mode, mais en tout cas, elles existent. Ce qu'elles sont proposées, c'est qu'elles sont. On imagine qu'elles sont validées. On pourrait. Oui, tout à fait. Par l'organisme tel que l'IFC ou comme d'autres. Dans le cadre du plan de pilotage, je crois que le chef d'établissement et l'équipe plan de pilotage n'ont pas tellement le choix. Ils vont devoir faire appel à des formations pour résoudre et pour atteindre leurs objectifs. Ça, c'est clairement ici. Donc là, ça biaise un peu le choix des enseignants parce que là, il y aura vraiment, et normalement, ça vient de la base. Donc ça devrait être, mais on va peut-être devoir s'orienter vers des objectifs très spécifiques. Là, on est dans un flou pour l'instant, on n'a encore rien, voilà, on n'a pas grand-chose dans le texte qui spécifie en termes de formation et encore rien qui, oui, il y a ce que l'avenir de l'histoire préconise, mais après. Donc, le décret de plan de pilotage, je crois que c'est. Dans le décret, oui, effectivement, on spécifie cette fonction-là, de la formation en tout cas au service d'eux, oui, effectivement. Après, on espère toujours qu'effectivement les objectifs spécifiques vont venir du terrain et que les enseignants aussi, les équipes vont être en mesure d'identifier leurs difficultés et les objectifs pour résoudre ces difficultés. C'est un grand pari très enthousiasmant finalement le plan de pilotage, mais après voilà, on verra. Je pense qu'on progresse, on apprend en avançant. Toujours dans la faisabilité. Qu'est-ce qui va empêcher une école de mettre une journée de formation dite team building, par exemple, en disant voilà que ça va rencontrer un objectif de fédérer l'équipe. Ça pourrait être une des stratégies d'avantage. Le CO va. Il y aura une fonction de régulation, tout à fait, qui va dire. Voilà, nous on intervient vraiment énormément là-dessus, c'est une grande part de notre boulot, mais sur aux directions, bon, si vous avez un taux de redoublement, j'y vais gros, vous avez 30% de gamins en charge et vous choisissez un truc sur le bien-être. Là, vous allez faire extingler, c'est inévitable, on ne va pas vous laisser passer à quelque chose de si beau, vous allez laisser sur le côté. Enfin, j'espère, en tout cas, je pense que ce sera ça. Ça dépend. Si le mal-être des enseignants est tel que ça rejaillit sur les élèves, il faut régler le problème de bien-être. Si c'est une cause, effectivement, oui, tout à fait. Enfin, les données sont analysées dans le contexte des établissements. Chaque école est différente et une même difficulté n'aura pas la même cause. Il y aura une école où les lacunes en savoir lire auront une raison et une autre école où on sera dans un contexte différent. Si on a 60% des gamins qui ne parlent pas de français à la maison, on a des causes et l'externe à l'école. C'est pas pourtant qu'on ne s'est pas touché, loin de là, mais ce sera différent de la méthode globale qu'on utilise, comme ça nous le disait. Là, voilà, on va agir différemment. Les stratégies, on aura le même objectif, l'amélioration salariée, mais on aura des stratégies différentes en fonction de ce contexte. Chaque analyse du miroir, chaque école est fondamentale. Si on analyse mal les résultats du miroir, on ne va pas prendre les bonnes décisions dans le temps de pilotage. Exactement. Oui, mais bon, voilà, on a des outils qui vont nous permettre d'eux. Après, l'analyse qui en sera faite. J'avais une question sur cette politique de choses. Ça va mieux. Je connais plus la question. Oui, dans la recherche, est-ce qu'il y
enseignants étaient bien au courant de ce qui existe comme formation, du temps qui leur est nécessaire ou imparti pour pouvoir, sur l'année, donc journée, demi-journée. Il y a des éléments qui touchent en termes de fréquentation. Il leur était demandé s'ils avaient déjà participé à une formation. D'abord, forcément, j'identifiais le réseau et puis j'identifiais l'IFC ou d'autres vecteurs de formation. Le nombre de jours qu'ils avaient eu les X dernières années. Donc oui, il y avait une certaine forme, enfin, on pouvait quantifier ça, mais ça n'est pas allé plus loin, effectivement. 100 pages, c'est peu. Bah oui, c'est pour savoir si vraiment chacun est bien au courant, a bien les informations de la communication, et peut-être savoir s'il y en a trop ou pas assez. Enfin, trop par rapport à trop d'offres qui sont en tout cas, pour la française, je sais qu'il y a beaucoup trop de demandes par rapport à l'offre. Ça, c'est évident. Je ne sais pas exactement. Mais l'offre, oui, effectivement, là aussi. Mais les demandes qui sont faites, parfois des demandes sans réel ancrage dans les besoins, il y a parfois plein de demandes. Les enseignants qui rentrent des demandes pour plusieurs modules pour être sur de la un. C'est parfois un peu particulier aussi. Mais ça n'a pas fait l'objet, à part quantifier le nombre de phrases qui ont suivi les X dernières années, le nombre de jours, c'est quelque chose qui a été creusé.